Le sport, la plus belle des rencontres. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, vous êtes sur Sud Radio, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes avec nous pour 2 heures d'information avec débat, avec invités, vous le savez, les faits avant l'opinion. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 0826 300 300 pour réagir évidemment et j'attends vos interventions. De quoi allons-nous parler? Agression d'un conseiller municipal. Le maire de Loris, 4000 habitants dans le Vaucluse et toute son équipe démissionne. Le maire sera avec nous dans un instant. Agression à Bordeaux. Une femme et sa petite fille de 7 ans bousculées, renversées, frappées par un sans-abri. Nous irons à Bordeaux. La conduite sur autoroute, étude de la SANEF, la société d'autoroute, trafic filmé. 42% des véhicules roulent au-dessus de 130 km/h. Les distances de sécurité sont mieux respectées. Les automobilistes restent sur la voie centrale, même quand celle de droite est libre. Quant à l'usage du clignotant, bien, il est assez facultatif. Nous allons regarder tout cela de près. 11h, 12h, notre débat. Le mouvement écologiste radical, les soulèvements de la terre, sera probablement dissous. Décret demain au Conseil des ministres. Question pour notre débat. Est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale? L'ultra-gauche a-t-elle noyauté la plupart des mouvements écologistes? La lutte pour préserver notre environnement est-elle la priorité des écologistes radicaux? Ces questions posées tout à l'heure entre 11h et midi pour notre débat du jour. Et puis à 12h05, 13% des enfants scolarisés présenteraient un trouble mental probable. C'est la première étude épidémiologique nationale sur la santé mentale des enfants en France. Étude auprès de 8000 écoliers de 6 à 11 ans. Quels sont les troubles les plus fréquents? Nous développerons tout à l'heure à 12h05. Vous intervenez évidemment. 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez retrouver votre émission Parlons Vrai tous les jours, 10h30, midi et demi. D'abord en direct à la radio évidemment avec toutes les fréquences et notamment à Paris en Ile-de-France 99.9, sur l'application Sud Radio également, sur le site sudradio.fr, sur le Facebook Live et sur la chaîne YouTube de Sud Radio, et puis en podcast aussi sur le site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer. Dans quel monde on vit? Comme tous les matins avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Course contre la montre. Dans l'Atlantique Nord, un petit sous-marin destiné à explorer l'épave du Titanic ne donne plus signe de vie. 5 personnes se trouvent à bord. Le bateau qui l'escortait a perdu le signal du Titan dimanche après-midi. Les secours des États-Unis et du Canada sont déployés sur zone au large de Terre-Neuve, mais les recherches s'annoncent très complexes pour tenter de retrouver ce petit sous-marin d'exploration. Il faut scruter la surface, mais aussi et surtout sonder les profondeurs avec des bouées sonars. 4000 mètres, une profondeur que peu d'appareils atteignent. Dans le meilleur des cas, le Titan pourrait avoir remonté à la surface suite à une panne et attendre à l'air libre que les secours le trouvent. Mais dans une hypothèse bien plus pessimiste, un problème d'étanchéité, une voie d'eau pourrait l'avoir fait sombrer. En tout cas, si le Titan se trouve sous l'eau avec des occupants toujours vivants, alors le temps est compté. Ce petit sous-marin compte 70 à 96 heures d'autonomie en oxygène. Les occupants pourraient donc en manquer entre demain et après-demain. Parmi les 5 personnes à bord se trouve un milliardaire britannique, PDG d'une entreprise de vente de jets privés. Il serait accompagné par l'océanographe français spécialiste du Titanic, Paul-Henri Narjolet, selon les dernières informations. L'exploration de l'épave du Titanic coûte 250 000 $ par personne pour environ 8 heures d'exploration autour du paquebot légendaire. 250 000 $ pour 8 heures d'exploration autour de paquebot. Oui, car du c'est Titanic. Effectivement un sous-marin extrêmement rare et sophistiqué. Il est 10h34. Merci d'être avec nous. Nous partons pour le Vaucluse. La ville, petite ville, 4000 habitants de Loris, dans le Vaucluse. André Rousset, le maire, et son équipe démissionnent après l'agression d'un élu municipal. André Rousset est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci André. André, Oui. ça s'est produit mardi dernier. Hein. Oui. Mardi dernier, votre adjoint, délégué à la voirie, Thierry Dernis, est appelé par un habitant après des inondations, c'est cela ?
C'est ça, il y avait à peu près 5 cm d'eau chez lui. Il passe le matin, il prévient le service des eaux qui a la compétence pour réparer le problème. Oui. Et par conscience professionnelle, il repasse le soir pour voir si ça s'est bien passé et il se fait agresser. Il se fait agresser. Ouais. Mais il est repassé le soir, repassé chez l'habitant de la commune. Et là, que s'est-il passé? Mais il est devant moi, si tu veux, je te le passe. Ah bah évidemment. Allez, je te le passe. André, ok. Thierry. Bonjour monsieur. Thierry Dernis, hein, c'est cela, hein, Thierry? Oui, c'est ça monsieur. Oui. Bon. Mardi dernier, donc, vous êtes appelé chez un habitant de la commune, hein, de Loris, pour, après inondation, enfin bon, vous mettez cet habitant en relation avec le syndicat des eaux, et vous repassez le soir pour voir si tout s'est bien passé, c'est ça? Oui, parce qu'il m'a appelé plusieurs fois dans l'après-midi, donc j'étais en réunion à la mairie, donc je n'ai pas décroché, mais j'ai eu des messages, donc à 5 heures, je l'ai eu au téléphone. Oui. Et je lui dis j'arrive, mais il pleuvait vraiment énormément, donc j'étais accompagné d'un conseiller municipal. Oui. Je m'approche de sa maison, je descends, et au moment que j'arrive, le camion du syndicat intercommunal arrive pour le dépanner. Oui. Je m'approche de la personne, et la personne me demande de faire un constat des eaux chez lui. Donc je lui dis que je n'ai pas la compétence, comme c'est pas mon ressort. Oui. Et donc il m'a brutalement, comme ça, d'un coup, il me prend par mes vêtements et il me lève du sol et me plaque contre le mur. Oui. Donc il veut me frapper, bien sûr. Donc mon ami, le conseiller municipal, le retient son bras, et les goutiers le maintiennent. Donc j'arrive à me dégager, à regagner mon véhicule. La personne ensuite se met devant mon véhicule et me menace en me disant je vais te retrouver, je vais te tuer, quoi. Donc je suis pas resté, je suis parti. Bah, ça, j'imagine, oui. Et j'étais porté plainte, voilà. Oui, 3 jours d'ITT. Oui, enfin c'est surtout j'ai une petite blessure à la tête, mais c'était pas. C'est surtout oui, c'est surtout. C'est un peu choquant, quoi. Ouais, le choc un peu psychologique même. Alors l'agresseur a été interpellé, placé en garde à vue. Vous le connaissez? Vous le connaissiez dans la commune? Eu affaire pour le même problème il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'avais fait aussi intervenir le service intercommunal, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une pompe qui remonte les égouts chez lui, mais quand il pleut et il y a énormément dans tous ces égouts, il y a des dysfonctionnements des fois. Je pense qu'il devrait y avoir un dysfonctionnement. Oui. Voilà. Donc vous avez démissionné à la suite de la démission du maire, toute l'équipe, c'est cela? Oui, il y a une réunion, il y a eu un conseil municipal le jeudi, donc à la suite du conseil municipal, l'équipe dirigeante, enfin l'équipe majoritaire s'est réunie, a décidé de démissionner collectivement, donc je m'associe à mon équipe parce que j'ai tout le soutien, quoi, voilà. Bah, bien sûr, bien sûr. Vous me passez André? Vous me passez André, le maire? Je vous remercie, monsieur. Ok, merci beaucoup, merci. Allô? André, oui. Vous avez eu tout de suite la volonté de démissionner pour marquer le coup? Exactement, ça a été un réflexe. Oui. On a tous partagé. Loris est un village tranquille, serein, paisible. Oui. On ne voulait pas arriver à des choses comme on voit à la télé. Vous n'êtes pas un pays de vandales. Vous n'êtes pas un pays de vandales. Pas du tout. Alors, on est un pays de gens civilisés, tranquilles, dans le respect de soi, des autres, de l'environnement. Oh, mais là, on a été choqués, voilà. C'est pour ça que peut-être on n'est pas habitué, on a été choqués. Est-ce que l'ambiance a changé vis-à-vis des élus, vous trouvez, au fil du temps? Franchement, non. Franchement, non. Mais la semaine dernière, la directrice de l'école a été insultée. Insultée? Alors, ouais, elle a été insultée. Alors, moi, j'ai toute formation initiale. Je suis éducateur spécialisé, thérapeute de couple. Oui. Je me demande quelle image on laisse à nos enfants. Tu vois, à l'école, si on agresse la directrice devant les enfants, c'est pas les discours qui vont les éduquer, les petits. C'est l'exemple qu'on montre. C'est l'exemple qu'on montre. Voilà, et je trouve qu'il y a un danger sur les générations qui arrivent. On est tous papa, on est tous maman, on est tous papy. Il faut qu'on fasse attention. C'est ce qu'on a voulu dire là.
C'est ce que tu as voulu dire. On se tutoie parce qu'on se connaît. Donc, que les choses soient claires. André. On se connaît d'où? On se connaît pas. Mais on s'est croisés dans le Vaucluse. Peut-être. Mais oui. Ah, mais oui. oui. Bon. Quand tu joues au boule, alors. Voilà, exactement. Voilà, André. Où est-ce qu'on s'est croisés? Bon, écoute, bon courage. Dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci Bon courage. Et que va-t-il se passer maintenant? Maintenant que tu as démissionné avec toute ton équipe? On attend la convocation de la préfète pour voir ce qu'on fait. Si elle accepte ou pas. Voilà. Mais on a toujours la force et la vigueur. On mettra tout le poids qu'il faut pour faire pencher la balance du bon côté, du côté de l'humanité, de la fraternité. Merci André Rousset, merci. Merci Jean-Jacques. Merci André, il est 10h40, 11h moins 20. Vous êtes sur Sud Radio. Parfois on se tutoie, vous savez, quand on s'est croisés. Et puis pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas. C'est un exemple, l'agression, aujourd'hui, des habitants qui sont irrités très vite, irascibles et immédiatement, qui agressent. Vous avez un témoignage à apporter, 0826 300 300. Autre agression, on va partir pour Bordeaux dans un instant. Vous allez comprendre d'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé. À Bordeaux, une dame qui sortait de chez elle avec sa petite fille et qui a été agressée. 5, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h45, partons pour Bordeaux. Nicolas Florian, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Nicolas Florian. Vous avez été maire de Bordeaux. Il s'est passé à Bordeaux une agression que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. La vidéo a beaucoup circulé, continue à circuler. Ça s'est produit cours de la Martinique à Bordeaux. C'était hier, hein, c'est cela Tout à fait, hier dans la journée. Moi j'étais alerté par un riverain, enfin un voisin de la dame. En fin de journée, et en plus non pas un concours de circonstances, mais le matin moi j'avais posté une vidéo d'une adjointe au maire, du maire de Bordeaux, qui expliquait dans une commission, dans un conseil de quartier, qu'après tout les agressions elles-mêmes en avaient subi et que tout le monde était agressé. Voilà. Oui. Dans tous les cas, là cette vidéo a fait beaucoup de bruit, elle fait beaucoup de bruit. Cours de la Martinique à Bordeaux, on voit une dame avec sa petite fille de 7 ans et sortir de son immeuble un peu en se méfiant quand même. Hein. Tout à fait. Je pense que moi, j'ai pas eu les personnes directement. Mais, je pense qu'ils devaient rôder depuis quelque temps. Elles étaient un peu sur leur garde. Et c'est vrai que moi, je me suis posé la question de diffuser cette vidéo parce que les images sont particulièrement choquantes. D'ailleurs, j'ai pris le soin de flouter les images. Mais on voit la terreur dans les yeux de la gamine, notamment, et de la grand-mère. Et au-delà de l'agression physique qui est importante, parce que je crois que la mamie et la petite fille ont été hospitalisées, sont sorties depuis, c'est le choc psychologique. Imaginez cet enfant de 7 ans qui va garder ces images dans sa tête pendant des mois et des années. Bien sûr. Voilà, donc je raconte, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, cette grand-mère et sa petite fille sortent de l'immeuble où habite la grand-mère, et là, elle voit un homme qui a une attitude un peu étrange. On pense qu'il est sous amphétamine. Enfin, il est sous drogue, sous stupéfiant. Hein. Et là, elle se méfie, mais pas suffisamment. Elle essaie de re-rentrer dans l'immeuble, mais lui tient la porte et les attrape, les bouscule, les met à terre, vole la chaîne du cou de la grand-mère. Voilà. Et cet homme, on l'a appris après, est un sans-abri français d'ailleurs, né en France à Bordeaux en 1993, avec des antécédents judiciaires, affaire de stupéfiants. Oui. Et on voit ce type-là jeter l'enfant par terre. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs les conséquences. Tire l'enfant par le bras, il la jette par terre. Oui. Qui tombe sur le dos. Voilà, tout ça pour voler une chaîne et une montre. En tout cas la chaîne, ça c'est sûr. En tout cas la chaîne qu'il arrache au cou de la grand-mère. Bordeaux, ville tranquille. Et puis ville tranquille. Dans l'imagerie de beaucoup. Oui, Nicolas Florian. Les choses se dégradent, et moi quand j'étais maire, j'avais eu à le constater, c'était les prémices d'une dégradation. Aujourd'hui les choses s'accélèrent, les actes d'agression sont quotidiens, on a aujourd'hui des zones de non-droit avec des dealers qui terrorisent tout le monde, et on n'avait pas l'habitude de ça à Bordeaux.
On n'avait pas l'habitude de ça. Hein. C'est ça que je vous dis ça. On regardait ça de façon lointaine dans d'autres villes que je ne citerai pas. Oui. Mais Bordeaux, les choses vraiment se dégradent très fortement. Et bon, je suis pas le plus objectif, mais enfin quand même. Et la mairie ne fait rien. Voilà, la mairie ne fait rien. Ça fait 2 ans que l'État et le préfet proposent un contrat de sécurité qui n'est toujours pas signé. Et puis, ils sont dans une posture, comme vous disiez, l'adjointe qui explique que les agressions, mais après tout le monde en subit. Non, il ne faut pas banaliser ça. Il faut être du côté des victimes, dénoncer et puis prendre des dispositions. J'espère que notamment le maire de Bordeaux, qui devait faire une conférence de presse à 10h30, va mettre en place une cellule psychologique d'accompagnement, au moins pour la famille et puis les proches. Voilà. Bordeaux, ça devient terrible. Ça devient terrible. Merci Nicolas Florian. Merci. Merci, 10h49, réaction après le premier témoignage. Ce matin, c'est une série de témoignages. Philippe est à Narbonne. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été choqué par l'agression de l'élu dont on parlait tout à l'heure précédemment. Oui, tout à fait, bien sûr, comment ne pas être choqué. Bah oui. Mais je suis aussi choqué par l'attitude du conseil municipal. Vous trouvez qu'il n'aurait pas dû démissionner? Mais non, absolument pas. D'accord, le conseil municipal aurait dû se réunir effectivement, aller voir cette personne, le maîtriser, le mettre à terre, téléphoner à la police, qu'il soit embarqué directement. Il a été embarqué, pardon, mais il a été embarqué. Hein, vous avez... Ouais. Il a été embarqué, il était en garde à vue, il a été embarqué, oui. Mais voilà. Vous savez, c'est dans... Mais moi, c'est surtout... Oui, c'est surtout un petit peu par rapport à la passivité de tout le monde et de la population que je suis choqué. On peut pas des agresseurs, des gens fous, des tarés, il y en aura toujours. Oui, ça, c'est sûr, comment dire, toujours eu. voilà. Et comment dire, a posteriori, des cellules de soutien psychologique, c'est très bien, mais sur le moment, comment dire, la population devrait, à mon avis, réagir tout aussi violemment là, l'élu est allé rendre visite aux citoyens pour essayer d'arranger les choses, et c'est là qu'il a été frappé. Voilà, mais comment dire, immédiatement, justement, il aurait dû appeler le conseil municipal. Le conseil municipal aurait dû venir maîtriser cette personne, tout aussi violemment qu'il l'a fait. Et comme ça, il aurait compris que c'était des choses qui ne se faisaient pas, d'accord, et directement embarqué après par la police, d'accord, et que évidemment augmenter sûrement les sanctions, parce que malheureusement, je pense que cette personne, si elle fait 24 heures de garde à vue, ça sera bientôt. Merci Philippe. Merci. 0826 300 300. Faites comme Philippe. Allez, nous allons parler du comportement sur la route. Autre comportement. Tout de suite, il est 10h51 avec Yves Cara qui est avec nous. Yves Cara qui est porte-parole de l'Automobile Club Association. Yves Cara, bonjour. Oui, bonjour. Alors juste, on a changé de nom, c'est Mobilité Club France. Ah, voilà, Mobilité Club France. Mobilité Club France, voilà. Bon, d'accord. Yves Cara, on est sur l'automobile et tout le reste dans le cœur, évidemment, sur l'automobile et tout le reste. Alors, Yves Cara, je voudrais revenir sur cette enquête très intéressante d'ailleurs. Hein. L'Observatoire SANEF. SANEF, c'est une société d'autoroute, hein, tout le monde le sait. Observatoire sur le comportement sur autoroute. Alors, c'est très simple. SANEF a filmé le trafic autoroutier fin mars 2023 sur un tronçon ordinaire d'autoroute 3 voies en race campagne de l'autoroute A13 dans l'Eure, dans le sens Caen-Paris, pour regarder le comportement des automobilistes. Et qu'a-t-on constaté? 42% des véhicules roulent au-dessus de la vitesse autorisée de 130 km/h. 38% en 2018, donc on roule un peu plus vite qu'avant. La vitesse moyenne est de 128 km/h. Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne est de 137 km/h pour les voitures, soit 7 km/h de plus que la vitesse autorisée. 3% des conducteurs observés, toutes voies confondues, dépassent même les 150 km/h. Et la nuit en semaine, ce sont 51% des conducteurs qui roulent au-dessus de 130 km/h. Donc on roule un tout petit peu plus vite, Yves Cara. Oui, alors pour avoir un peu moins de stress, il faut dire qu'on a quand même, malgré tous ces chiffres, hein, bien sûr, les autoroutes les plus sûres de France et d'Europe. Voilà. C'est vrai, mais ça c'est vrai, voilà, faut le dire. C'est déjà une première chose. Elles sont chères, mais sûres.
Elles sont chères mais sûres. Voilà, la sécurité a un prix. Quand vous allez rouler en Italie ou en Espagne, les autoroutes, je vais vous dire, c'est pas les mêmes. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon, alors ces chiffres, effectivement, vous savez, il y a Vinci aussi qui avait sorti il y a quelques mois un observatoire, enfin une enquête justement sur le comportement sur la route. Et effectivement, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une intolérance un peu supérieure, une agressivité un peu supérieure. Bon, c'est à l'image malheureusement un petit peu de la société. On a eu un sujet juste avant d'ailleurs. Mais les comportements sur l'autoroute, c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec les distances de sécurité. Alors là, parce que les cartons... Alors ça s'améliore un tout petit peu. Oui. Hein, 22% des véhicules roulent trop près du véhicule qui les précède, contre 29% en 2022. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que ça peut être attribué aussi au régulateur de vitesse adaptatif, qui lui, de toute façon, régule la vitesse avec la voiture en face. Ça, c'est vraiment génial. Et puis ça résout le problème de se dire est-ce que je suis trop près ou je suis trop loin. La voiture fait des choses pour vous. C'est vraiment bien. Par contre, la voiture, même si elle est super automatique, à moins qu'elle soit totalement autonome, ne vous dira jamais vous êtes sur la file du milieu, monsieur, vous ne doublez pas, rabattez-vous. Évidemment. Parce qu'on n'a rien à faire sur cette file du milieu. Et ça, c'est vraiment une plaie sur l'autoroute. Rien à faire sur cette file du milieu. Le problème, c'est que ce comportement reste constant. Plus d'un véhicule sur 3 circule sur la voie du milieu, alors que celle de droite est libre. Oui, alors, on peut... Allez, on va faire... Pourquoi rouler sur la file du milieu alors qu'à droite, la voie est libre et qu'on roule tranquillement ? Je comprends pas. Ça ne sert à... Alors c'est vrai que dans certains cas, quand l'autoroute est surchargée, si vous vous mettez à droite, sur la file totalement à droite, vous pourrez plus jamais sortir parce qu'il y aura beaucoup de... Voilà, on peut imaginer ça évidemment sans être totalement fermé. Mais quand il n'y a aucune raison, on est sur la file de droite parce qu'il y a des voitures qui sont obligées de se décaler de 2 files pour aller doubler. Enfin, et en plus c'est verbalisable ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est fait par les policiers l'été. Moi, je fais des milliers de kilomètres l'été sur les routes pour une opération avec un partenaire. Et je vois souvent des motards qui verbalisent des personnes qui sont sur la file du milieu depuis 50 km. Donc, faut pas le faire, c'est vraiment énervant et ça crée des tensions inutiles. Évidemment. Et puis, le clignotant reste un peu... une option. Hein. Je regardais, 28% des conducteurs ne signalent pas quand ils dépassent et 39% quand ils se rabattent. Oui, non mais ça, et c'est le cas aussi en ville, hein, vous savez, les gens qui tournent sans clignotant, c'est dangereux pour les vélos, surtout pour les vélos parce qu'ils s'y attendent pas, surtout quand on coupe une bande d'arrêt d'urgence, c'est valable aussi sur l'autoroute, Ça, pourtant, de la pédagogie, on en fait, les auto-écoles, évidemment, dans le permis, mettent l'accent là-dessus, on peut pas avoir un policier ou un gendarme derrière chaque voiture pour qu'ils mettent le clignotant, c'est vraiment le message qu'il faut faire passer, pensez aux autres, on partage la route, signalez que vous vous rabattez ou que vous doublez, parce que ça, c'est d'abord... Ça crée des tensions petit à petit, puis ça crée des accidents surtout. Donc mais que faire à part dire mettez votre clignotant à chaque fois, on ne sait plus. Alors, autre constatation, 25% des chauffeurs de poids lourds ne respectent pas la distance réglementaire de 50 mètres avec le véhicule qui les précède. Ça fait 1 poids lourd sur 4. C'est beaucoup. Et près de 5% des poids lourds viennent mordre sur la bande d'arrêt d'urgence, mettant en danger évidemment les automobilistes en panne, les dépanneurs et les agents autoroutiers en intervention, évidemment. Ça, ce dernier chiffre est vraiment certainement le plus inquiétant. C'est ce qui amène les camions à percuter, comme vous l'avez dit, des véhicules d'intervention avec des images spectaculaires. Et on se dit, mais ça fait 500 mètres qu'ils mordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Pardon, pourquoi est-ce qu'ils ne tournent pas le volant ? Parce que des fois, ils regardent un film. Faut dire les choses comme elles sont. C'est quand même assez fou. Et en ce qui concerne les distances de sécurité, ils jouent un petit peu l'aspiration pour consommer le moins possible. Et des fois, ils se doublent dans des conditions, d'ailleurs aussi sur l'autoroute, qui sont pas les bonnes parce qu'ils déboîtent devant des voitures et ils mettent 10 km pour doubler. Ça aussi, ça énerve un peu. Mais oui, effectivement, il va pédagogie, formation, éducation, rappel, un petit peu sanction. Il faut tout ça. Mais encore une fois, rappelons-le, on a quand même les autoroutes les plus sûres d'Europe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Yves Cara, merci. Avec plaisir. Merci, 10h57. Vous êtes sur Sud Radio, ça vous fait réagir. Hein. Le comportement sur l'autoroute, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, je vous mettrai à l'antenne, c'est promis. Même dans notre débat entre 11h et midi à propos des mouvements écologistes radicaux, les soulèvements de la Terre. Ce mouvement sera probablement dit sous décret demain en Conseil des ministres. Mais question pour notre débat, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale ? L'ultra-gauche a-t-elle noyauté la plupart des mouvements écologistes ? La lutte pour préserver notre environnement est-elle la priorité des écologistes ? On essaiera de trouver quelques melons avec l'as Isis de Pouline.
Merci Jean-Paul. Des pronostics à retrouver sur sudradio.fr et sur l'application mobile de Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, comme tous les jours, notre débat entre 11h et midi, chaque jour consacré à un sujet différent évidemment. Et aujourd'hui, nous allons parler des mouvements écologistes radicaux, dissolution du mouvement écologiste et les soulèvements de la terre. Le décret sera probablement présenté demain en Conseil des ministres. Il est 11h04. Est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale ? C'est l'une des questions que je pose ce matin, que nous posons tous ensemble. Et vous pouvez répondre à cette question, 0826 300 300. Vous-même, est-ce que l'ultra-gauche a noyauté quelques mouvements écologistes, même la plupart des mouvements écologistes? La lutte pour préserver notre environnement est-elle la priorité des écologistes radicaux? Est-ce que les mouvements radicaux font évoluer les choses et changer l'état d'esprit des citoyens? On en parle ce matin sur l'antenne de Sud Radio librement avec nos invités, 3 invités. Anthony Cortez, qui est journaliste à Marianne, auteur de L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme aux éditions du Rocher. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eddy Fougier, politologue, spécialiste des mouvements protestataires et enseignant à Sciences Po Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour Eddy Fougier. Et William T, qui est président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je me tourne tout de suite vers vous, Anthony Cortez. Écoterrorisme, vous n'hésitez pas à employer le mot. Mais on pose la question. Le mot écoterrorisme est suivi d'un point d'interrogation. Et ça, c'est important. Il faut le préciser. Voilà, je voulais que vous le précisiez. Voilà, parce que Gérald Darmanin a utilisé ce mot après les événements de Sainte-Soline. C'est vrai qu'ils ont été très violents. Et nous, on s'est tourné notamment vers les services de renseignement pour leur demander est-ce qu'on en est à l'étape de l'écoterrorisme. Vraiment, eux, ce qu'ils nous disent, c'est aujourd'hui non, parce que l'écoterrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chercher, avoir un but criminel avec un objectif politique aussi. Voilà, mais les deux, aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a des actions violentes, c'est vrai, de plus en plus violentes physiquement et matériellement, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Alors ce qu'ils nous disent les services de renseignement, c'est qu'il y a tout de même un risque, c'est-à-dire qu'ils nous parlent par exemple d'un précédent en Allemagne avec une tentative d'attentat contre une gigafactory Tesla. Ça a été mené par un groupe d'ultra-gauche mais avec des revendications écologistes. Et là, les services de renseignement nous parlent de cet événement-là pour nous montrer un exemple de la porosité entre les écologistes. Je vais en parler justement. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que l'ultra-gauche a noyauté certains mouvements écologistes radicaux? C'est une question qu'on doit se poser, évidemment. William T, écoterrorisme, ça, on va pas passer l'émission sur l'expression écoterrorisme, mais vous l'employez, vous? Ah oui, moi je l'emploie. Librement, sans problème? Mais même j'enlève écoterroriste, j'ai dit juste terroriste tout court. Parce que si vous prenez les définitions internationales et nationales de ce que c'est que le terrorisme c'est utiliser la violence à des fins de revendication politique ou idéologique. Qu'est-ce que font les personnes d'extrême gauche, d'ultra gauche, et je mets tous ensemble, Greenpeace, les Black Blocs, etc. C'est qu'ils utilisent le moyen violent, attaquer des centrales, faire de la dégradation, attaquer des biens et des personnes pour faire passer un message politique au nom de l'écologie. Vous pouvez dire qu'ils utilisent un prétexte, c'est possible, mais statistiquement, comprenez la définition, dans le code pénal, le juge pourrait les arrêter et les faire condamner pour terrorisme dans la mesure où ils rentrent dans cette définition. Et je pense qu'en France, on a eu tendance à sous-qualifier les actes. C'est-à-dire que quand quelqu'un agresse une personne, on parle d'incivilité. Non, ça s'appelle une agression. Là, c'est pareil. Un acte terroriste est un acte terroriste. Sinon, vous ne prenez pas la bonne qualification et vous permettez à des gens de continuer la même chose, c'est-à-dire ce qu'ils font toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines à chaque manifestation à Sainte-Soline ou dernièrement à Lyon-Turin. Eddy Fougier. Alors, j'avais eu le plaisir de parler pendant 1 heure au mois d'octobre de cette thématique-là. Exactement. C'est pour ça que j'y suis revenu, parce qu'aujourd'hui, je constate quoi? Je constate une multiplication, mais des actes violents, mais surtout des manifestations, il y a prétexte à manifestation maintenant de plus en plus souvent. Alors, regardez ce qui s'est passé avec les maraîchers nantais. Il y a 10 jours. Bien sûr. Qui est peut-être d'ailleurs pas la meilleure action menée par les écologistes. On y reviendra parce que je pense qu'il y a une question de définition. Et après, il y a la question essentielle que l'on ne pose jamais, c'est la question de l'efficacité. Et c'est pour ça que je la pose. Il y a une étude qui a été faite en Grande-Bretagne sur l'impact de ces actions sur la perception du public. On y reviendra tout à l'heure. Alors, juste en termes de définition, pour moi, il y a le rapport à la légalité, le rapport à la violence. Et vous avez des actions classiques
manifestation autorisée par la préfecture, grève, là c'est légal, non violent. Vous avez, comme cela a été le cas récemment, des actions illégales et non violentes. Alors après, où on met le curseur de la violence, détruire un bien, c'est de la violence. A priori, du côté des autorités. Détruire un bien privé, c'est de la violence. Effectivement, du côté de la loi, du côté des autorités publiques, c'est perçu comme de la violence. Comme je l'avais dit sur ce même plateau, du côté des militants, la violence, c'est viser intentionnellement des individus, pas des biens. Oui. Donc c'est là où il y a la confusion. Et puis on est au stade aujourd'hui où vous avez des actions à la fois illégales et violentes, à la fois sur les biens et quelquefois même sur les personnes. Alors après... Non, mais faisons la distinction peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez tous. Il y a effectivement beaucoup de mouvements écologistes qui prônent la violence contre les biens, hein, et en disant parallèlement, surtout ne touchons pas aux personnes. Et puis il y a des mouvements écologistes radicaux qui n'hésitent plus à dire, mais la violence contre les forces de l'ordre, pourquoi pas ? Et même qui appellent à la violence contre les forces de l'ordre. C'est pour ça que on est sur une ligne de crête, comme je l'avais dit la dernière fois, entre avoir des armes dites par destination, avec l'intention d'en découdre avec les forces de l'ordre, comme c'est le cas lorsqu'il y a en amont des interpellations et puis des perquisitions qui sont faites par les forces de l'ordre. Et donc là, on reste dans quelque chose qui est très violent, mais qui n'est pas du terrorisme. Et puis, il y a le cap suivant, qui est avoir des armes et viser à tuer. Juste, je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, il y a un rapport qui avait été fait en Italie sur la flexibilité du marché du travail. Bon, vous avez des mouvements qui vont manifester contre ce rapport, et puis vous avez les nouvelles brigades rouges qui ont décidé d'assassiner les auteurs du rapport. Donc, pour moi, le terrorisme, c'est quand on passe à ça. Alors, est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on est sur ce chemin-là ? Ça, on ne sait pas. Ça fait des années qu'on voit des rapports qui nous disent attention, attention, attention. On voit sur certains sites militants, des militants qui font l'éloge un petit peu de... j'ai vu quelqu'un qui disait il faut une fraction armée verte, en référence aux fractions armées rouges des années 70. On peut être aussi dans une posture pour dire on est fort, on va être capable de mener ce type d'action. Il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire effectivement que ce que l'on vit aujourd'hui, ça n'est pas violent. On est dans un infraterrorisme qui est très violent et de plus en plus violent. On l'a vu à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Alors, on va parler de cela. On va parler effectivement du rapport entre les mouvements radicaux, les écologistes radicaux et l'extrême gauche, la porosité dont vous parliez il y a un instant. Puis ensuite, je poserai donc la question, est-ce que cette radicalisation fait avancer la cause environnementale ? Presse langage. Oh, sérieux, mais comment t'assures grave ? Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le débat est passionnant. Est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale ? Oui, non. Anthony Cortez, je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne, auteur de L'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'écoterrorisme. L'affrontement qui vient, vous pensez qu'il y a un affrontement qui s'annonce ? Malheureusement, on le voit se dessiner chaque jour et de plus en plus chaque nouvelle action, parce qu'en fait, on voit deux camps qui se radicalisent l'un et l'autre, et qui se radicalisent mutuellement. C'est-à-dire qu'on voit les écologistes qui sont prêts à passer un cap parce qu'ils disent voilà, on est face à l'inaction et en plus on n'a pas le temps, c'est-à-dire que les rapports scientifiques s'enchaînent et ils nous disent il nous reste 3 ans pour passer certains caps, donc il faut agir tout de suite avec des mesures très radicales. Et ensuite en face on a l'État qui durcit son jeu aussi et qui vote de plus en plus de lois pour réprimer le problème, et on va en parler après, et d'ailleurs nous allons recevoir André Debacker qui est membre de Scientifiques en Rébellion qui va nous dire quelle est la position. Le problème c'est que le progrès prend son temps. Alors, il y a urgence climatique, c'est vrai, mais les progrès scientifiques ont leur rythme. Est-ce que tout détruire aujourd'hui et être en décroissance, c'est une solution, alors qu'il faut trouver des solutions ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous pose une question. Vous me parlez de la porosité entre l'extrême gauche et les mouvements écologistes radicaux. Vous la constatez de plus en plus, cette porosité ? Oui, bien sûr. Et cette
porosité, elle a été organisée aussi, parce que, par exemple, les soulèvements de la Terre, on en parle beaucoup en ce moment avec cette question de la dissolution qui devrait être prononcée demain en Conseil des ministres. Les soulèvements de la Terre axent leur stratégie sur la mise en place d'un flanc radical. Le flanc radical, c'est une théorie qui a été mise en place, qui a été élaborée par Andreas Malm, qui est un universitaire suédois, qui dit en gros, le mouvement écologiste modéré n'a pas été entendu jusqu'à maintenant, donc il faut s'entourer d'éléments plus radicaux, notamment venus de l'ultra-gauche, pour faire planer la menace de la violence et donc amener le flanc plus modéré à être entendu et à pouvoir et à discuter avec l'État, et à être pris au sérieux en quelque sorte. Et donc en s'entourant des plus radicaux pour faire planer cette menace-là, on a vu malheureusement cette stratégie voir les radicaux prendre le pouvoir, notamment à Sainte-Soline, et cette porosité, elle s'est installée, et on l'a vu aussi dans les Alpes, parce que dans les Alpes, là, contre le Lyon-Turin, on a vu des radicaux venus de l'Italie, on en a vu certains Français aussi, et on voit en fait de plus en plus les groupuscules. En fait, bon, très bien, la lutte pour la préservation de l'environnement se transforme en lutte anticapitaliste. Ah oui, mais c'est totalement assumé d'ailleurs. C'est totalement assumé. Par exemple, je vous parlais d'Andreas Malm, mais juste pour finir avec lui, par exemple, lui se détourne totalement de la théorie de l'anthropocène, c'est-à-dire l'être humain est responsable du réchauffement climatique sans distinction de classe ou de zone géographique, pour aller vers le capitalocène, c'est-à-dire le responsable, c'est la société capitaliste thermo-industrielle, et il faut abattre ce système-là et donc amener un modèle alternatif tout de suite très radical. Claude est avec nous. Claude est dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Claude. Oui, bonjour monsieur. Merci. Donc, que dites-vous de votre côté? Alors moi je dis que l'annonce qui est faite par les écologistes radicaux, ça sert strictement à rien. Enfin, cette violence-là ne sert strictement à rien. Ils pourraient la faire d'une manière beaucoup plus organisée. Par exemple, comme vous voyez par rapport au Mercosur, on vient nous dire l'écologie, les gouvernements, ils font ce qu'il faut. Ils vont nous détruire nos agriculteurs en diminuant les bovins, et on va importer de la viande complètement pourrie de l'Amérique du Sud, du Canada et d'Australie, avec les bateaux qui vont polluer, avec des conditions d'élevage des animaux là-bas qui sont inacceptables, et en détruisant nos agriculteurs. Là, alors allez-y, allez faire des reportages, montrer à tout le monde ce qui va se faire, montrer à tout le monde cette viande. Bon, alors, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, Mercosur. Pour l'instant, ça a été signé en 2019. Ils avaient juste mettre en application. Le Mercosur a été mis en place. Il y a eu juste à mettre en application. Non, l'accord Mercosur n'est pas un accord qui est encore en fonction, parce que il y a au niveau du gouvernement français, je crois, et d'autres gouvernements, Mercosur, c'est pas encore. Il y a une opposition. Il y a une opposition aujourd'hui. C'est pas encore dans les faits, Claude. Mais ça reste possible. Ça ne nous empêche pas d'importer des poulets d'Amérique du Sud et notamment du Brésil. Allez, donc vous voyez, moi ce sont des actions comme ça qu'il faut montrer au grand public ce que font nos gouvernements dans leur inaction. C'est pas la peine de détruire, ça sert strictement à rien. Il faut aller apporter l'information au grand public. Et c'est là où les médias ont leur importance de montrer la véritable information, cette destruction de notre planète. Alors pas la destruction de la planète, on l'a partout. On l'a aussi dans l'utilisation des minerais pour nos voitures électriques. Ils sont en train de tout défoncer. Quand on fait des minerais, quand on utilise des mines, toute cette partie mais Claude, vous croyez qu'en utilisant du pétrole, on ne détruit pas? Alors, on continue, là, on finit ce qu'on a détruit avec le pétrole, mais on ne va pas rajouter encore le carnage. On ne va pas rajouter le carnage, vous voyez? Donc on dit, voilà, on détruit le pétrole, donc on peut détruire avec l'électrique. Ah ben allons-y, on l'a déjà fait. Allez, soyons fous, finissons la Terre, pas de souci. Bien, merci Claude. André Debacker est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes membre de Scientifiques en Rébellion. André Debacker. Alors, est-ce que, la question que je pose, question de base, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale ? Alors, pour ma part, je pense que la radicalisation, c'est une des réactions possibles quand on est dans l'action et que éventuellement on ne trouve pas les liens suffisants dans la société pour que cette action ait des conséquences, permette l'évolution du système. Puisque c'est pour ça que j'ai entendu vos invités. Moi, je trouve ça intéressant de mettre des gens dans des catégories, mais malheureusement on perd des notions. Enfin, nous, les
scientifique, on s'attache vraiment à la façon dont les problèmes sont posés, on perd des notions et c'est toute la question de ce tissu social, puisque tous les activistes, mais aussi vos invités et les auditeurs sont en lien avec leurs familles, leurs amis, leurs collègues, et on voit bien que ce tissu social n'est pas homogène, que ce soit sur l'accès à la connaissance, la philosophie, la capacité à s'adapter. André Debacker, je vais être concret. Très simplement concret. Vous avez chez les écologistes des mouvements différents, évidemment, divers et variés. Le premier nous dit il faut essayer de ne pas détruire, essayer de chercher des solutions qui préservent notre environnement et on s'appuie sur le progrès scientifique, entre autres. Et puis vous avez d'autres écologistes qui disent il faut aujourd'hui décroître absolument et on ne fait pas confiance à la science. Oui. Et c'est tout à fait normal. Et il y a dans la société plein de points de vue différents. Oui, mais quel est votre point de vue ? Eh bien, mon point de vue, c'est que il existe un organe qui doit travailler au lien social, c'est l'État, c'est-à-dire travailler à la cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que quand je prenais la référence au tissu, en fait, notre société, elle doit entrer en transition, elle doit évoluer en profondeur à un niveau, scientifique en rébellion, on accepte, on assume le côté alarmiste, non pas parce que ça nous amuse, mais parce que les réalités scientifiques sont là. Donc cette transformation en profondeur, c'est-à-dire ce déplacement de ce tissu, il y a d'une partie, d'un côté, on va dire des gens qui amènent du mouvement. André Debacker, vous ne répondez pas à ma question. Je vous pose une question. Est-ce que la défense de l'environnement passe par le progrès scientifique, oui ou non ? La défense de l'environnement passe par le progrès scientifique. À ce niveau-là, la science, c'est un progrès permanent. Elle apporte, pour moi, fondamentalement des connaissances. Ce qui aujourd'hui est montré comme défaillant, c'est la société de consommation. Donc ce qui détruit, ce n'est pas le progrès scientifique, c'est la société de consommation. Et à ce niveau-là, j'ai entendu qu'il y a effectivement des critiques sur le capitalisme, qui lui est plutôt, on va dire, la science de l'économie, de la finance, de la liquidité en fait, et c'est-à-dire la sélection des projets d'entreprises qui doivent être profitables et donc quelque part être aussi profitables à la collectivité. Et ça s'est mis face à l'échec dans les réalités écologiques et dans les réalités de limites planétaires. Donc ça doit évoluer. Et si maintenant on en arrive à une montée des conflits comme ça, c'est parce que l'action de l'État pour transformer ce capitalisme en quelque chose où les règles permettraient cette évolution n'est pas suffisante. Je comprends. Merci André Debacker. Je comprends. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous soutenez les actions violentes et radicales, Pierre. Quand il n'y a pas moyen de faire autrement, oui. Je suis un pacifiste autrement. Oui. Mais quand il n'y a pas le choix, et là en l'occurrence c'est le cas, je pense que oui, c'est tout à fait légitime, oui, effectivement. Mais légitime jusqu'où ? Pas sans prendre aux personnes physiquement, bien sûr. Oui. Mais comme justement, vous me posez la question tout à l'heure, vous avez dit s'en prendre à des biens privés, c'est de la violence. Mais quand les agriculteurs, sans doute allusion à ce qui se passe à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ou ailleurs. Non, je pensais pas à Sainte-Soline, je pensais aux maraîchers nantais. Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est un peu différent. Mais pourquoi c'est différent ? Sur la question des maraîchers nantais, je ne connais pas trop bien la question. Donc je ne peux pas m'avancer. Mais sur Sainte-Soline, je suis de la région. Oui. Et je peux vous dire que je connais assez bien. Il y a 6250 agriculteurs dans les Deux-Sèvres, exactement, chiffre officiel. Et pour les bassines, ces fameuses bassines, méga-bassines, c'est des méga conneries pour moi, ça profitera 5% des agriculteurs, soit 325 agriculteurs sur 6250.
Voilà. Bon, alors vous dites... C'est vous s'en prendre au bien public, c'est une accaparation du bien public, parce que l'eau, c'est un bien commun, Monsieur Bourdin. C'est comme l'air qu'on respire. Hein. Oui. C'est pas fait pour quelques gros exploiteurs, même agricoles. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais à ce moment-là... Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes opposé à la propriété privée, vous êtes opposé au progrès scientifique, vous êtes opposé à la liberté d'entreprendre, vous êtes opposé... Ah non, mais je vous dis ça. Je vous dis ça parce que certains... Pardon, mais certains écologistes radicaux que vous soutenez sont, eux, opposés à tout cela. Moi, je soutiens ponctuellement ces actions. Je ne suis pas dans le mouvement idéologique de ces radicaux, vous vous appelez comme ça, appelez comme ça. Oui. Mais quand il s'agit d'actions ponctuelles, en l'occurrence, je parle de Sainte-Souline, mais on pourrait parler d'ailleurs. Hein. Le Lyon-Turin, vous en pensez quoi? Lyon-Turin, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais enfin bon. Ouais, je préfère me concentrer là-dessus. Moi, je pense que le bien commun, c'est déjà une chose. L'eau, c'est indispensable à la vie, Monsieur Bourdin. De quel droit c'est ce fameux gros paysan que vous soutenez. Non, je soutiens personne. Quand vous avez fait le reportage là-dessus, vous avez passé... Alors, il y a le cache-sexe de ces gros agriculteurs, qui sont effectivement quelques petits agriculteurs, qui le mettent en avant. Ils ont le droit de s'exprimer, comme les autres. Oui, mais la majorité aussi, Monsieur Bourdin. Oui. On les a entendus abondamment. On les a entendus abondamment, Pierre. Oui, ça, sur votre radio, c'est pas toujours le cas. Hein. Oui. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que quelquefois vous leur donnez la parole, je reconnais. C'est vrai. C'est bien de votre part, mais c'est pas très. Bon, voilà. Enfin. Maintenant. Oui. Bon, Pierre, j'ai compris. Vous dites c'était le bien commun, il est à préserver. C'est ce que vous dites. Hein. Il faut préserver le bien commun. Pour résumer votre pensée, c'est ce que vous dites. C'est tout à fait défendable d'ailleurs. Merci Pierre. Je sais pas ce que vous avez vu tous ces échanges et tout. J'ai pas très bien compris notre scientifique, mais elle disait quand même. Le capitalisme, la productivité, si je puis dire. Ce que je trouve intéressant avec son témoignage, c'est aussi cette façon de renvoyer la responsabilité à l'État. Alors, c'est toujours l'État qui est responsable en France, de toute façon. Alors, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il faut tout de même regarder aussi la responsabilité de l'État sans dire c'est la faute de l'État. Il faut aussi la responsabilité des citoyens. Il faudra bien sûr, un jour qu'on vive dans une société un peu plus responsable. Bien sûr, mais ça ne doit pas nous empêcher aussi de faire le bilan de l'État et du pouvoir politique. Parce que la défense de l'environnement, c'est déjà le citoyen qui l'a entre les mains, par exemple, au départ. Pendant notre enquête, on a interrogé un certain nombre d'écologistes comme ceux qu'on a pu entendre là, dans toute leur diversité. Et ce qu'ils nous disaient souvent, c'était qu'il y avait un point de bascule, c'était la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la responsabilité des écologistes et des citoyens, mais là, ça a été aussi une grosse déception. De l'État, de la part de l'État. Et des citoyens sont venus, se sont engagés, ont discuté malgré leurs différences. Ils ont proposé 150 propositions et un quart seulement ont été retenus. Donc à partir du moment où on ne respecte pas aussi la parole populaire, même quand elle est constructive, on ne doit pas s'étonner, en tout cas on ne peut pas totalement s'étonner de la montée de la radicalité. Anthony Cortès a-t-il raison? Oui, mais la Convention citoyenne n'est pas représentative des citoyens. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'elle est légitime ou pas? Moi, je ne suis pas sûr. Mais à partir du moment où on met en place un dispositif, un processus, à partir d'un tirage au sort, on doit le respecter. Mais sur les autres surtout points, que ça a été initié par l'État. Oui, mais vous savez comment ça fonctionne. Vous mettez une convention, c'est les ultras qui infiltrent et c'est souvent les radicaux qui mettent en place leur position. Et donc, du coup, ça peut là, on ne peut pas dire ça. Ça a été un tirage au sort de citoyens. C'est totalement au hasard. Et ça a été cadré par les services de l'État. Sur les différents points qui sont abordés, moi, je pense que l'écologie, de toute façon, pour une grande partie de la gauche, a été déçue de la défaite idéologique du communisme. Et donc, du coup, ils ont substitué le communisme par la question écologique en vocation universelle, comme l'était le communisme. Et donc, par conséquent, il y a toujours une notion, un reste qui est anticapitaliste. C'est le problème d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que la cause écologique n'avance pas en France? Parce que ça est accaparé par deux tendances, un parti politique qui est Europe Écologie Les Verts et une tendance qui est anticapitaliste. Or, quand vous regardez les mutations mondiales, les grandes émissions de gaz à effet de serre sont faites dans l'Asie-Pacifique. 50% du PIB mondial sera dans l'Asie-Pacifique. 4 milliards de personnes vont atteindre le niveau de classe moyenne dans cette zone-là. Et en conséquence, ils vont atteindre le même niveau de vie que ceux des Américains ou le nôtre. Or, ces personnes-là, et comment vous pouvez l'expliquer, les contraintes d'adopter un nouveau mode de vie? Est-ce qu'on peut les envahir? Est-ce qu'on peut les attaquer? Non. Donc, du coup, il faut les inciter. Or, ce que font les grands pouvoirs publics, comme la Chine, comme les États-Unis avec Joe Biden, c'est qu'ils mettent en place une écologie dite incitative. C'est-à-dire, si vous voulez faire de l'écologie, on va vous
vous payer, on va vous donner de l'argent pour que ce soit rentable. C'est ce que Joe Biden appelle l'Inflation Reduction Act. Et ce que fait les investissements verts. Dans le photovoltaïque. Or, je pense que c'est cette tendance-là qui va gagner. Donc, pour répondre à votre question de façon ironique, je pense que le radicalisme fait avancer la cause écologique parce qu'il décrédibilise. Et oui, c'est ça un chariot à prix Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Le nombre de produits peut varier selon les magasins. Liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur netto.fr. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, soulèvement de la terre, la police a procédé à une série d'interpellations de militants ce matin, notamment près de Notre-Dame-des-Landes. Des personnes ont été interpellées. Ces interpellations sont en lien avec l'action, vous vous souvenez peut-être, conduite le 10 décembre 2022 dans l'usine Lafarge de La Malle à Bouc-Bel-Air dans la banlieue de Marseille. L'action visait à dénoncer les conséquences écologiques et sociales des productions du cimentier, l'un des plus gros pollueurs et producteurs de CO2 du pays. Selon le soulèvement de la terre, la cimenterie de Bouc-Bel-Air est accusée de dépasser régulièrement les seuils de pollution autorisés. Nous verrons quel sera le décret pris demain en Conseil des ministres. En attendant, 11h35, nous nous posons la question, est-ce que la radicalisation fait avancer la cause environnementale? Alors nous continuons notre débat. Eddy Fougier, qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que vous vouliez? Vous avez entendu tous les témoignages tout à l'heure que nous avons eus. La question clé, vous la posez, c'est-à-dire comment on fait bouger les choses? Comment on fait bouger les choses? Il y a deux solutions. Il y a deux aspects, c'est-à-dire comment on fait bouger le système économique, le système industriel. Est-ce qu'on le met à bas ou est-ce qu'on lance une grande décarbonation? Et comment on fait bouger les comportements à titre individuel, puisque vous l'avez dit, c'est aussi aux citoyens de prendre en charge une partie de la cause. Et en l'occurrence, il y a une enquête qui a été menée en Grande-Bretagne, c'est assez intéressant, je crois qu'il y a une enquête en cours qui est menée en France. Et avec les résultats qui viennent d'être divulgués, elle a été menée en novembre 2022. On a montré à différentes personnes des vidéos, notamment ces activistes qui menaçaient d'envoyer de la purée de tomates sur un tableau de Van Gogh, des blocages de routes, des blocages de raffineries, puis des actions un peu plus symboliques. Et il s'avère que dans la plupart des cas, le public a une vision négative de ces actions. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a des actions qui sont vues de façon un peu plus positive. Ce sont les actions qui sont symboliques et les actions qui sont un petit peu carnavalesques, joyeuses, sympathiques, entre guillemets. En revanche, quand ça nuit concrètement à la vie quotidienne des individus, c'est-à-dire un blocage de périph' ou un blocage d'autoroute, ça, les gens n'apprécient pas du tout. A fortiori, les catégories populaires et les personnes de plus de 40 ans. Eddy Fougier, mais ça a le mérite, ces actions radicales, je ne les défends pas, mais ça a le mérite de poser la défense de l'environnement au cœur du débat. La question... D'ailleurs, on débat ce matin. L'objectif, c'est effectivement d'éveiller les consciences, mais avant d'éveiller l'intérêt des médias, sinon on n'en parlerait pas ici, et puis de mettre les choses sur la table pour qu'on en débatte. Mais si, au regard des résultats, après, les individus ont une vision encore plus négative des luttes, ce qui était le cas après, rappelez-vous les réactions même de beaucoup d'écologistes, de François Gémen ou autres, qui disaient à propos de ce qui s'est passé, Van Gogh, l'action Van Gogh, en disant mais ça met à bas 10 ans d'action que je mène au quotidien et ça va être très contre-productif, et notamment aux yeux des catégories populaires, aux yeux des gilets jaunes, pour aller vite, quoi. Et rappelons-nous que les gilets jaunes, c'est parti du refus d'une taxe carbone, etc., etc., et les bonnets rouges avant. Donc, mais le problème aujourd'hui, c'est que chez de nombreux écologistes, il y a l'idée, cela a été dit, on n'a pas le temps et on ne va pas s'encombrer d'essayer de convaincre la majorité. Est-ce que ces écologistes-là sont persuadés qu'ils défendent l'environnement, ou est-ce qu'ils sont infiltrés, noyautés par l'extrême gauche? Ce que je veux dire, les écologistes radicaux et l'extrême gauche, finalement, le combat est le même. Le combat est le même. Il est pour la décroissance, il est contre le capitalisme. Le combat est exactement le même. Chez les plus radicaux, oui. Andreas Malm parle de léninisme écologiste. Oui. Et puis, dites-moi, la décroissance, c'est quoi? C'est revenir en arrière. C'est ignorer, renier tout progrès scientifique. C'est très conservateur. Pardonnez-moi, non?
Est-ce que n'est-ce pas très conservateur? Oui, totalement. Mais alors d'abord sur la porosité, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une radicalisation des écologistes et une écologisation des radicaux. Donc en fait, on voit une porosité, mais on voit aussi une fusion en quelque sorte. Mais juste pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, je trouve ça très intéressant de voir et de mesurer l'impact que ces actions peuvent avoir sur la population. Mais je me demande si vraiment le but de ces mouvements, des soulèvements de la terre notamment, c'est vraiment de convaincre la population. Je crois pas. Parce que c'est vrai, quand on parle avec ces militants, ils nous disent en fait la quête de la majorité, la voie démocratique, c'est trop long, c'est trop encombrant. Maintenant, on va aller vers la quête de la minorité agissante et on va essayer d'aller faire trembler le pouvoir. Et de ce côté-là, sans juger... C'est très sectaire, pardon, mais sans juger du fond de leur proposition, de leur stratégie, de ce côté-là, c'est pari gagné, parce que sinon, l'État ne voudrait pas dissoudre ce mouvement-là. Ils ont réussi à constituer une constellation très large qui va de la gauche... c'est un mouvement, hein, les soulèvements de la terre. C'est pas... c'est pas une association constituée. C'est pas une association constituée. Et voilà, en fait, ils ont réussi à réunir des sections syndicales, des assos constructives, qui sont là pour l'environnement depuis très 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 longtemps, des partis politiques, des citoyens, des collectifs locaux, et ils ont réussi à constituer tout ça dans un élan, à aller vers la radicalité, et voilà, quelque part, mission réussie, même si c'est une opération stérile, parce que qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que vraiment ça va amener l'opinion à s'intéresser à l'écologie? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait trembler l'État. Oui. William T. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'écologie, c'est le communisme du 21e siècle, c'est le nouveau totalitarisme. C'est-à-dire que, vu comment c'est amené et vu quelles sont les personnes qui maîtrisent ces mouvements et ces noyaux, vraisemblablement, ils vont imposer certains types de comportements. Au sein d'Europe Écologie Les Verts, le parti qui est réputé défendre l'écologie, c'est Sandrine Rousseau qui est désormais dominante avec Marine Tondelier, avec un discours qui est connu entre les riches, le progrès, etc. Même si, par exemple, sur le nucléaire, le discours a évolué quand même, a évolué un peu. Ensuite, après, vous avez ça c'est sur le plan politique. Sur le plan des mouvements, comme vous l'avez dit, en fait, c'est plutôt les radicaux qui sont en train de gagner. C'est-à-dire que c'est les radicaux qui imposent leur thème avec une seule urgence, avec un seul mot d'ordre, c'est « nous n'avons pas le temps », donc du coup il faut aller rapidement. Et ce mot d'ordre en fait leur permet de tout justifier. Or, quand vous regardez la cause écologiste, quand vous regardez les points de détail, si vous voulez vraiment creuser la cohérence de leur discours, quand ils disent qu'on va rentrer en politique de décroissance d'un point de vue économique, ils savent que ça suffira pas. La question qui est posée implicitement, c'est est-ce qu'il faut réduire la population? C'est ça la question qui est posée et qui ne pose pas maintenant parce qu'ils savent que c'est impopulaire. Parce que vous pouvez pas maintenir un niveau de vie avec un tel niveau de consommation, avec un tel rejet de la classe moyenne occidentale et de la classe populaire occidentale. Vous avez un rejet qui a été manifesté par les Gilets jaunes. Vous avez un même rejet qui a été manifesté aux États-Unis par les électeurs de Donald Trump. Vous voulez dire qu'ils n'osent pas dire qu'il faut réduire la population sur Terre. Et c'est dit implicitement lorsqu'ils disent à des personnes, ou ils culpabilisent les jeunes actuellement, lorsqu'ils disent il ne faut pas faire d'enfants. Implicitement, ils veulent une réduction du niveau économique, donc du modèle de consommation, plus une réduction de la population. Mais il y a une anxiété aujourd'hui chez les jeunes qui s'installe, qui est très intéressante et qui fait que beaucoup de jeunes ne veulent plus faire d'enfants aussi. Il y a une éco-anxiété, ça existe. Oui. Alors c'est tout à fait avéré. C'est volontaire d'installer l'éco-anxiété. Je dirais qu'il n'y a pas que cette éco-anxiété. Aujourd'hui, dans Libération, on parle de l'IA-anxiété à propos de ChatGPT ou autre. Donc il y a une anxiété générale. Il y a le sentiment, notamment chez les jeunes, mais pas que, qu'il y a une catastrophe qui nous attend au coin de la rue. Peut-être l'affrontement qui vient, mais c'est la catastrophe qui vient, ou le chaos qui vient. Alors ça va des survivalistes qui s'attendent à une guerre civile, jusqu'aux collapsologues qui sont persuadés qu'il va y avoir un effondrement de la biodiversité, c'est en partie le cas, et du climat, en passant par les adeptes du grand remplacement, tout ce qu'on veut. Donc chacun va trouver aujourd'hui une raison de son angoisse, et toutes les études menées sur l'éco-anxiété montrent que le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est d'agir. Et d'agir concrètement, notamment dans un cadre associatif. C'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, la désobéissance civile est quelque chose de très attractif, parce que ça permet aux personnes, d'un point de vue très concret, de lutter contre leurs propres angoisses. Oui, et de sortir de leurs propres angoisses. Oui, évidemment. C'est vrai que pour notre enquête, on a rencontré un certain nombre de thérapeutes justement qui mettent en place des ateliers pour répondre à l'éco-anxiété. Et ce qu'ils nous disent, ça va confirmer ce que vous dites, c'est qu'une majorité de ces patients trouvent une réponse dans l'engagement, que ce soit associatif, militant, parce qu'il y a une frustration, il y a une rage, il faut bien... Mais l'action pragmatique, l'engagement pragmatique peut être pragmatique et pas forcément idéologique. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a deux mouvements écologistes finalement. Il y a celui qui nie et celui qui construit.
Bien sûr, mais l'engagement celui qui détruit et celui qui construit. Ouais. Mais l'engagement idéologique, il naît aussi en réponse à quelque chose, à une inaction, à une frustration. Et tout à l'heure, on parlait des intentions totalitaires ou en tout cas antidémocratiques des écologistes. Mais elle peut aussi s'expliquer, pas se comprendre forcément, mais s'expliquer. Par exemple, quand on s'intéresse au bilan d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a 2 lois, par exemple, la loi ASAP et la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui rétrécissent les délais de discussion et de concertation sur les grands projets écologiques. Donc on peut aussi expliquer cette radicalité et ce reflux du temps long, du temps démocratique et même du discussion et du dialogue apaisé par ces éléments-là. Donc oui, ils construisent ensuite une idéologie, mais cette idéologie qui se construit, elle se construit en réponse à un État qui, selon eux, les méprise, ne les écoute pas et les ignore. Mais le temps long, beaucoup d'écologistes disent ça n'existe plus, le temps long. Vos jardins, parasols, barbecue et aussi les transats La Fuma Mobilier. Fabriqués en France et garantis 5 ans. Et la livraison est gratuite sur l'appli Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano Mano. Offre soumise à condition, voire détail sur manomano.fr. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous débattons autour de la radicalisation écologique. Est-ce que ça fait avancer la cause environnementale ? Les cibles des mouvements radicaux ont changé au fil du temps. Avant, s'attaquer aux centrales nucléaires, c'est fini ça. Ouais. On ne les touche plus. On va s'attaquer aux paysans, aux maraîchers, ou... C'est vrai ? C'est normal. C'est plus facile, remarquez, mais enfin bon. C'est peut-être plus facile, mais surtout l'image a changé. Avant, les centrales nucléaires n'avaient pas forcément une bonne image. Maintenant, les centrales nucléaires ont une bonne image. Est-ce que c'est rentable pour eux d'attaquer les centrales nucléaires ? Avant, ils attaquaient certains types. Ils attaquaient avant les McDonald's, on se rappelle de José Bové, etc. Donc, en fait, ils changent de cible en fonction de l'image et de l'évolution en termes d'opinion publique. C'est-à-dire que maintenant, ils ciblent Total, parce que Total n'a pas forcément une bonne image. Même si les grandes entreprises, à la différence d'il y a 20-30 ans, ont désormais une meilleure image lorsque vous regardez les sondages en termes de taux de confiance des Français envers les grandes entreprises. Il y a 20-30 ans, une grande entreprise, c'est très impopulaire. Cela dit, pardon, est-ce que les grandes entreprises évoluent elles aussi, s'intéressent de plus en plus aux questions environnementales? Est-ce sous l'influence de ces mouvements radicaux ou est-ce parce qu'ils sentent bien qu'il faut, sur un terrain économique, évoluer? Justement, c'est le sujet. Moi, je pense que le meilleur moyen de faire gagner l'écologie, c'est que ce soit rentable économiquement, parce que si c'est rentable économiquement, les gens ont raison d'inciter. Quand vous achetez un produit dans n'importe quelle entreprise, maintenant vous avez des produits éco-responsables. Chaque entreprise se met dessus parce que de toute façon, si par cas vous n'êtes pas écologique, une grande partie des urbains, notamment... C'est le consommateur qui a raison. C'est le consommateur qui a toujours raison. Et si le consommateur veut tel produit, il aura tel produit. Et les entreprises sont obligées de s'adapter, non pas aux mouvements radicaux, mais aux consommateurs. Ensuite, après, la question, c'est est-ce que ces actions-là fonctionnent? Eddy Fougier va le rappeler plus précisément. Moi, je pense que ça ne fonctionne pas. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a 2 moyens d'action. Soit vous faites bouger les grandes institutions, les États, les organisations multilatérales, etc., pour les faire modifier de comportement, soit vous faites modifier les citoyens. Or, moi, je pense que ce que vous avez théorisé, la personne que vous avez citée qui théorisait le mouvement radical pour faire émerger une voie de consensus, ça marchait lorsqu'il n'y avait pas une situation de rejet. Or, ce qu'on voit depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, c'est que maintenant, il y a des citoyens dans les pays occidentaux qui manifestent un contre-mouvement écologique, un rejet complet. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient un mouvement très radical, ça permettait de bouger toute la population parce qu'il n'y avait que 2 blocs. Maintenant, comme il y a plusieurs blocs, que la société est fragmentée, vous avez des classes populaires, des classes intermédiaires qui viennent manifester en disant « Vous voulez nous imposer un modèle que nous, on ne veut pas, nous, on va faire un contre-modèle différent. » Par exemple, aux États-Unis, vous avez de plus en plus de gens qui roulent en pick-up, etc. Donc en opposition au mouvement écologique. Et en France, vous avez la même chose avec les classes populaires et les classes moyennes qui sont manifestées dernièrement avec les Gilets jaunes. Mais juste pour revenir sur les cibles, moi je pense qu'ils n'ont pas changé de cible, je pense qu'ils ont multiplié les cibles. C'est vraiment l'objectif, c'est faire feu de tout bois. C'est ce que nous disait une activiste en nous disant on veut créer un écosystème d'action, c'est-à-dire que d'abord on voit une constellation écologiste très éclatée, mais par exemple il y a des mouvements de tous les côtés. Voilà, par exemple on voit Extinction Rebellion ou Dernière Innovation qui vont plutôt s'en prendre à Total, on l'a vu sur la journée des actionnaires, ou à Lafarge, les soulèvements de la terre qui vont décentraliser la lutte, qui vont plutôt essayer de se battre contre les bassines, ou on l'a vu sur l'agriculture productiviste, même si ils se sont un peu trompés de cible et de message. Voilà, on l'a vu la semaine dernière près de Nantes. Et puis d'autres qui vont être davantage sur le recours juridique, et là qui vont s'attaquer à l'État qui, selon eux, ne va pas dans le sens d'une transition énergétique. Alors je parlais, Eddy Fougier, je parlais des élus, mais je remarque que dans l'affaire des maraîchers de Nantes, il y avait des élus députés Europe Écologie Les Verts qui participaient à la destruction. En tout cas, qui étaient là.
était présent. Après, quand vous êtes là, vous participez. Ou alors, vous êtes complice. Vous êtes complice. Mais à Sainte-Soline, c'était la même chose. À Sainte-Soline, c'était la même chose. Oui. Effectivement, sur les cibles aujourd'hui, le noyau reste les gros émetteurs de gaz à effet de serre, d'une manière ou d'une autre. Donc, de l'agriculture jusqu'à Lafarge, en passant par Total et d'autres entreprises, le plastique, etc. Et puis, il y a un effet d'opportunité aussi. Encore une fois, il est plus facile de s'attaquer à un chantier très, très peu gardé que s'attaquer à une grande multinationale, si ce n'est dans les failles. Et les failles, ça va être par exemple l'organisation d'une AG d'actionnaires. Donc là, effectivement, vous pouvez attirer les caméras. Après, le risque, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est une polarisation extrême et à un mouvement, il y ait effectivement un contre-mouvement. Un contre-mouvement. Ça a été le cas avec les bonnets rouges en Bretagne sur les taxes, l'éco-taxe. Ça a été le cas des gilets jaunes en partie. Bien sûr. Et donc, comment arriver à lier ceux qui sont obsédés par la fin du monde et ceux qui sont obsédés par la fin du mois, c'est pas de moi, c'est tout l'enjeu. D'autant que, encore une fois, on n'est plus dans la logique où on va essayer de mobiliser des majorités, parce qu'on considère, et cela a été dit aussi, que ce sont les minorités actives qui font bouger les choses, ce qui est historiquement pas totalement erroné. C'est rarement les majorités qui font bouger les choses. Donc, plus le contexte d'urgence où, en général, les spécialistes vous disent que prendre une décision dans l'urgence, en général, vous ne prenez jamais la bonne. Tout ça fait qu'effectivement, il y a un cocktail un petit peu compliqué. Cocktail compliqué et qui... mais cocktail compliqué qui ne fait pas évoluer la cause écologique. A fortiori. Non. C'est vrai qu'on le disait, ça va cliver la population. Évidemment. Et ça va aussi radicaliser les opposants. Évidemment. Et ça peut aussi radicaliser l'État dans sa répression aussi. Parce que, évidemment. Parce qu'on le voit en ce moment, on voit depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, par exemple, et on l'explique dans le livre, un certain nombre de dispositions qui sont mises en place pour essayer de contrôler et parfois de criminaliser le mouvement, justement parce qu'il est vu comme une menace par ses services. Et donc, quelque part, on met en place la machine qui va nous broyer, qui va nous mettre à l'arrêt. Évidemment. Donc contre-productif. Donc c'est contre-productif. Vous avez bien cité le bon exemple, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est centriste, c'est-à-dire qu'il suit les mouvements de gauche dits populaires et les mouvements de droite dits populaires. Initialement, il était plutôt anti-nucléaire et sur les thèses écologiques plutôt classiques d'Europe Écologie Les Verts, etc. Et vous l'avez vu évoluer au fil du temps. Bien sûr. En raison des Gilets jaunes, qui ont manifesté une contre-opposition à sa taxe carbone, etc. Et aussi en raison des mouvements les plus radicaux, aussi bien politiques les politiques, quels qu'ils soient, suivent l'opinion publique. L'opinion publique, évidemment. Et l'évolution est le bon thermomètre dessus, à la mesure où il a complètement changé d'opinion. Il a complètement changé sur les retraites. Non, pas sur les retraites. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Mais il a complètement changé d'opinion. Pourquoi est-ce qu'il a complètement changé d'opinion? Parce que, petit à petit, l'écologie radicale est en train de perdre le combat. C'est manifesté à plusieurs endroits. C'est manifesté dans les villes qui ont été élus, notamment en 2020, Europe Écologie Les Verts. Ça a été montré aussi par les actes qu'ils ont commis. Le fait de dégrader des tableaux, le fait de bloquer des autoroutes, le fait, d'emmerder les gens. Je pense que l'écologie, dans le sens strict, punitif, est en train d'être rejetée par les Français et par la population occidentale qui n'en peut plus d'être punie et d'être culpabilisée. Parce que lorsque vous regardez toutes les enquêtes et toutes les études, vous voyez que depuis le protocole de Kyoto dans les années 90, les émissions de gaz à effet de serre des pays occidentaux, dits du pays des G7, ont baissé. Si vraiment ils veulent véritablement agir et agir comme minorité agissante, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manifester en Inde? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manifester en Chine contre Xi Jinping qui va les accueillir admirablement et amicalement, ces gens-là? Et c'est ça le véritable point. Les Français et d'autres pays, les Allemands, les Européens, les Occidentaux se disent pourquoi est-ce que c'est notre mode de vie qui est ciblé? Or, ce n'est pas nous qui polluons le plus, c'est plutôt l'Inde, c'est plutôt la Chine avec les grosses usines. Et les États-Unis. Ils ont qu'à aller là-bas. Et les États-Unis. Et les États-Unis, ils ont qu'à aller là-bas manifester contre eux et on verra si par cas la France est véritablement un pays répressif comme ils le disent. Bien, merci messieurs. C'est un débat très intéressant. Nous l'aurons encore une fois évidemment. Mais des otites à répétition depuis leur naissance en région parisienne. Et puis on termine par le décès de Claude Sarraute. La journaliste et écrivaine s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Journaliste au Monde pendant 35 ans. Elle était connue pour ses participations aux émissions de Laurent Ruquier, dont on a tout essayé sur France 2. Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi avec Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h06, vous êtes sur Sud Radio, merci, 0826 300 300. 13% des enfants scolarisés présenteraient un trouble mental
probable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Santé publique France, étude très sérieuse auprès de 8000 écoliers, 400 écoles publiques et privées tirées au sort. Les enfants concernés entre 6 et 11 ans. Troubles anxieux et dépressifs, plus élevés chez les filles. Troubles du comportement, plus élevés chez les garçons. Pour regarder cette étude, nous sommes avec le docteur Frédéric Kochman, qui est pédopsychiatre à Lille. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci beaucoup, docteur. La première chose, 13% des enfants scolarisés présenteraient un trouble mental probable. Ce chiffre de 13% vous surprend-il ? Non, il ne me surprend pas. Il correspond d'ailleurs aux chiffres que nous retrouvons dans différents pays européens. Effectivement, on estime à peu près qu'un enfant sur 7, ce qui est énorme quand on prend ces chiffres, présente une souffrance psychique et pour la plupart, ils ne sont pas pris en charge pour leur souffrance psychique. Voilà, ils ne sont pas pris en charge. Alors, cette étude épidémiologique est d'ampleur nationale sur la santé mentale des enfants. C'est la première en France. Première véritablement de cette grandeur-là, de cette importance-là. Et j'espère bien que cette étude, effectivement, qui est très fiable parce qu'elle se base sur des milliers de témoignages, va nous permettre de développer une politique de santé parce qu'on sait aujourd'hui que la souffrance psychique chez les jeunes est un enjeu majeur de santé publique. Si le jeune va mal, comment voulons-nous monter une société de futurs adultes qui géreront bien notre pays ? Quels sont les troubles rencontrés ? Vous les connaissez puisque vous les constatez dans votre cabinet. Quels sont les troubles rencontrés essentiellement parmi ces enfants de 6 à 11 ans ? Alors essentiellement pour les jeunes, il s'agit des troubles anxieux autour de l'anxiété scolaire, en particulier la phobie scolaire, en lien souvent avec du harcèlement scolaire. Nous avons aussi dans ce fait-là beaucoup d'états de stress post-traumatique de plus en plus, également des troubles dépressifs et enfin ce que nous appelons dans le jargon des pédopsychiatres les TCA, c'est-à-dire troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, qui ont explosé en post-Covid. Oui, avec aussi troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Absolument, ça c'est aujourd'hui on estime que c'est 3 à 5% des jeunes, c'est-à-dire 1 à 2 enfants par classe. Comment se fait-il que les troubles anxieux ou dépressifs soient plus élevés chez les filles que chez les garçons ? Chez les garçons, ce sont les troubles du comportement qui sont plus fréquents. Oui, mais en fait, beaucoup de troubles du comportement sont des façons d'exprimer une souffrance dépressive chez un garçon. C'est-à-dire qu'une fille va plus facilement avoir des symptômes de type tristesse, retrait social, isolement, tandis que le garçon va avoir des symptômes de type irritabilité, passage à l'acte, impulsivité. Alors, il y a un clinique différent, mais ce sont des dépressions dans les deux cas. Dans les deux cas, oui, bien sûr. Alors, ce qui m'a frappé dans cette étude, ce que j'ai regardé, c'est que des parents ont été interrogés, des enseignants ont été interrogés, et les enfants ont été interrogés. Et je suis étonné de voir que les enfants, finalement, ne parlent plus que les parents. Ce que je veux dire, c'est qu'ils disent ce dont ils souffrent plus que les parents. Peut-être parce que les parents ne savent pas, ou peut-être aussi parce que les parents eux-mêmes ont honte que leur enfant souffre de ces troubles. Il s'agit souvent aussi de déni des parents et qui est un phénomène constaté depuis longtemps. On sait que, étonnamment, les parents sont souvent les derniers à se rendre compte que leur enfant est en souffrance. Et d'ailleurs, les parents détestent qu'un instituteur leur dise « votre fille m'inquiète en ce moment ». Ils se font souvent rabrouer par les parents qui vont dire « mais de quoi vous vous mêlez ? Je connais bien mon enfant ». Et donc, malheureusement, dans beaucoup de cas, les parents sont dans une forme de déni des troubles de leur enfant. Il s'agit d'un phénomène connu depuis longtemps. Donc, essentiel d'interroger l'enfant, docteur. D'interroger l'enfant et d'interroger aussi ceux qui vivent avec lui plusieurs heures par semaine, en particulier les instituteurs, ça peut être d'autres personnes de la famille, d'autres proches, la nounou, etc., qui souvent vont avoir un regard qui est plus sensible que celui des parents. Tout se passe comme si, en tant que parent, on avait beaucoup de mal à percevoir que notre enfant a changé, s'est transformé ou est en souffrance psychique. Quels moyens faut-il déployer pour prendre en charge ces souffrances psychiques des enfants ?
Alors les moyens déployés sont énormes et là on a un énorme problème dans notre pays. Vous savez que vous parlez à l'un des 600 pédopsychiatres survivants en France pour 20 millions de jeunes. Vous vous rendez compte, on est très insuffisant. Aujourd'hui, si vous voulez prendre rendez-vous par exemple pour une de vos proches qui aurait des idées suicidaires aujourd'hui, dans un centre médico-psychologique, vous allez avoir 1 an d'attente. C'est le temps d'attente national dans un centre médico-psychologique aujourd'hui en France. Mais pourquoi, docteur Kochman, pourquoi ? Parce que ça fait juste 40 ans qu'on le dit et qu'on le crie haut et fort, et on voit la catastrophe aujourd'hui de santé publique, le nombre de médecins qui ont baissé. Vous voyez, la moyenne d'âge des pédopsychiatres que je suis, c'est 62 ans. Autrement dit, on va encore plus vers la catastrophe. Dans les 5 à 10 ans qui viennent, les 3/4 des pédopsychiatres seront à la retraite et on n'a pas assez de jeunes pour nous remplacer. Oui, rien à voir. Les moyens alloués à la pédopsychiatrie ou à la psychiatrie n'ont rien à voir, par exemple, avec les moyens alloués au cancer ou aux maladies cardiovasculaires. Rien à voir, alors que la souffrance est terrible, que par exemple chez les jeunes de moins de 15 ans, il y a 1000 jeunes qui vont mourir cette année de suicide, et sûrement plus. L'anorexie est une maladie mortelle potentiellement aussi. Donc il s'agit de troubles graves qui ont un impact absolument majeur sur la vie sociale, scolaire, familiale, personnelle des jeunes, et on n'a pas du tout suffisamment les moyens en France. Oui, quel conseil maintenant donneriez-vous aux parents ? D'abord d'être attentifs, évidemment, sur le comportement de l'enfant. Mais que faut-il regarder, observer ? Alors, il faut rechercher des changements brutaux de comportement, d'alimentation. Un enfant qui se met, par exemple, à devenir très irritable, à s'isoler des autres, à refuser d'aller en classe. Quelque chose qui change et qui est une rupture brutale par rapport à son fonctionnement antérieur. Que ce soit dans son comportement, dans sa façon d'être, il s'isole complètement dans sa chambre, par exemple. Et donc, pour les parents, il faut pouvoir poser les bonnes questions et dire comment ça va dans ta vie actuellement. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui te font du mal ? Il va falloir rechercher des dangers autour d'un enfant. Et en particulier, on sait les dangers aujourd'hui qui peuvent être dans l'environnement scolaire. Un enfant sur 10 souffre de harcèlement scolaire grave, par exemple. Les écrans, docteur Kochman ? Les écrans peuvent être une partie du problème lorsque ces écrans sont envahissants. Lorsque le jeune passe des heures et des heures par jour devant un écran, par exemple l'été arrivant, il serait effectivement tout à fait anormal qu'un enfant passe des heures dans la pénombre plutôt que d'être dehors au skatepark avec ses copains. Donc les écrans peuvent être une bonne chose à partir du moment où ils sont consommés avec modération. Et comme toute substance addictive, il s'agit de les garder avec modération. Oui, la santé psychique des écoliers, finalement, n'est jamais ou très rarement observée dans le cadre scolaire. Oui, parce que dans notre fonctionnement scolaire, par exemple, la prise en charge du psychisme, de la souffrance psychique, n'a jamais été une priorité en santé publique depuis des générations. Contrairement, par exemple, aux pays anglo-saxons, où vous savez, par exemple, qu'aux États-Unis, prenons cet exemple, il y a des centres médico-psychologiques qui sont partie intégrante des écoles et on y va comme on va en cours. Donc on n'a pas du tout pris en compte cet état de souffrance. Vous auriez des concombres ? Oui, regardez comme ils sont beaux. Ah ouais, top. Tout frais et origine France. Et à 1,49 € le lot de 2, soit 74 centimes l'unité ? Tout à fait. Ça me donne envie d'une salade de concombres. Et d'une soupe de concombres. Oh, et du tzatziki. Ça c'est bien ça. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 20 au 22 juin, lot indivisible, catégorie 1, calibre 400-500 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h20, je vous rappelle les dernières informations, les soulèvements de la Terre, des interpellations. Aujourd'hui, vous savez que demain, le président de la République va peut-être signer, le décret sera présenté par le gouvernement, décret les soulèvements de la Terre vont être dissous, dissolution des soulèvements de la Terre, nous verrons bien. Autre sujet, puisque nous parlons d'environnement et nous parlons de
de situation écologique et notamment du réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre le réchauffement climatique et les orages, mais les orages, vous l'avez constaté, sont extrêmement nombreux actuellement sur la France. Et hier, dans le Cantal, à Glénat, dans le Cantal, 23 vaches sont mortes après avoir été frappées par la foudre à Glénat. Ces vaches qui étaient sous des arbres ont été... C'est très rare, hein, c'est très rare que des vaches soient comme ça foudroyées d'un seul coup. Alors, la foudre, évidemment, la foudre qui tombe, et que faire lorsqu'il y a des orages? Que faire pour se protéger? Nous avons essayé de joindre Jean-Paul Grimal, qui est l'éleveur, qui est catastrophé. Je vous le dis tout de suite, il était en ligne avec nous, et puis il est tellement catastrophé par la disparition de ces vaches qu'il n'a plus du tout envie de s'exprimer aujourd'hui. Ce que je comprends, hein, évidemment. Bien, nous avons... Tout autre chose maintenant, une réaction du procureur de Bordeaux. Vous savez ce qui s'est passé à Bordeaux, nous en avons beaucoup parlé, et il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. J'avais tout à l'heure Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux. Vous avez peut-être vu cette dame, cette grand-mère qui a été agressée avec sa petite fille. Il y a eu tout à l'heure... Il y a quelques minutes, conférence de presse du maire de Bordeaux, puis le procureur aussi a réagi. L'homme arrêté est français, mais je crois savoir, Félix Mathieu, que vous en savez un tout petit peu plus avec cette conférence de presse du procureur de Bordeaux. Oui, le procureur de Bordeaux qui donne quelques précisions et qui rapporte ce témoignage de la dame qui a été violentée par un homme qui aurait tenté d'enlever la fillette, écrit le procureur de Bordeaux. Les aboiements du chien du foyer ont fait fuir le mis en cause. Un voisin témoin de la scène fournit un signalement de l'auteur qui a donc été filmé grâce à la présence d'une vidéosurveillance, raconte le procureur de Bordeaux. La description de l'auteur, sa fuite à bord d'un véhicule Renault Clio noir ont permis aux effectifs de la BAC d'interpeller le suspect peu après ces faits. Cette agression effectivement impressionnante, hein. Les images sont assez choquantes. Un homme né en 1993, la trentaine, très agité, qui a résisté à son interpellation. Peu après, il a été maîtrisé puis immédiatement conduit au commissariat central, placé en garde à vue hier soir. En tout cas, s'agissant des victimes, le procureur donne quelques détails. Elles souffrent de contusions, d'abrasions. Un premier certificat médical a évalué l'ITT de la grand-mère à 4 jours tout de même. Elle sera revue aujourd'hui, ainsi que l'enfant, par un médecin légiste pour pouvoir procéder à une expertise. Il est 12h23. Nous sommes en ligne. Je vous parlais il y a quelques instants des orages, de la foudre. Nous sommes avec Claude Pratt, qui est le maire de Glénat. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Il est rare, vous êtes allé chez l'éleveur, hein, qui est catastrophé, hein, je me mets à sa place. 23 vaches de son troupeau frappées par la foudre à Glénat. Vous n'avez jamais vu ça, Claude Pratt? Écoutez, non. Malheureusement, ça peut arriver sur des cas isolés, mais dans de telles proportions, c'est la première fois que ça nous arrive. Que ça arrive sur la commune, mais même ailleurs. Hein. Oui. Il y a eu de gros orages hier? L'orage, c'était surtout dans la nuit de dimanche à lundi. Oui. C'était assez violent. Oui, c'était puis très localisé. Donc, oui, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Oui. Et les vaches s'étaient réfugiées sous des arbres, hein? C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Donc, elles ont la possibilité de rentrer à l'étable ou de se promener, quoi. Elles sont libres. Sauf que là, il y en a une vingtaine de vaches qui s'étaient mises sous un arbre. Qui s'était mis sous un arbre. Oui, parce que je crois que cet éleveur avait 60 vaches, 36 sont indemnes ou presque 56 vaches et 23 sont mortes. Je disais, c'est exceptionnel. Alors évidemment, il est catastrophé parce que je me mets à la place d'un éleveur qui tout à coup perd 23 vaches de son cheptel. Foudroyé. Vous l'avez rencontré? Tout à fait. Moi, je suis allé voir l'éleveur. Mais bien sûr, dans les petites communes comme la nôtre, tout le monde se connaît, donc c'est la moindre des choses, c'est d'aller à la solidarité. Mais surtout le fait, bien sûr, il a perdu 23 bêtes, mais c'est des bêtes que lui a élevées depuis qu'elles étaient nées, quoi. Bah évidemment. Donc, on a
financier, il y a tout ce qu'il y a derrière sentimental et tout. Sentimental, alors financier. Bien sûr. Oui, allez-y. Non, ben voilà, c'est surtout tout ça. Et moi, l'éleveur est très courageux parce que, bon, comme il dit, malheureusement, ça tombe sur des bêtes, ça aurait pu tomber aussi sur des humains et ça aurait été encore plus grave, quoi. Donc, moi, je l'ai trouvé très digne dans sa déclaration. Voilà, parce que c'est des moments compliqués, difficiles, notamment en ce moment. Évidemment. Ce que traversent les éleveurs à travers. Déjà que c'est difficile d'élever, si en plus la foudre s'en mêle, évidemment. Tout à fait, il est assuré, heureusement. Bien sûr. Et l'assurance va, je l'espère, l'indemniser rapidement. Faut espérer, tout à fait. Et débloquer les fonds en quelques jours. Bien. Bon, merci. Je voulais simplement, pour le saluer, simplement cet éleveur, je me mets à sa place, Jean-Paul Grimal, éleveur à Glénat. Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir témoigné en direct. Tout se passe en direct. Vous êtes sur Sud Radio. Vous savez qu'ici, nous aimons le direct. Les faits avant l'opinion. Les faits avant tout. Il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis ce matin. C'est l'heure d'André Berkoff.